Il a écarté les rares candidats capables de lui faire un peu d'ombre et il a verrouillé toute forme possible d'opposition. Le dirigeant égyptien Abdel Fattah al-Sisi remporte la 3e élection présidentielle depuis son arrivée au pouvoir au Caire. Son score, 89,6% des voix. Avec nous pour en parler, David Rigoleros, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue Orient stratégique au pluriel. C'est chez les éditions L'Harmattan. 67 millions d'Égyptiens étaient appelés aux urnes du 10 au 12 décembre. Ça s'est allé sur 3 jours pour choisir leur futur président. Quel crédit accordez-vous à ce résultat ? Il n'y avait pas vraiment de surprise, de toute façon, puisque le président Abdel Fattah el-Sisi avait modifié la Constitution en 2019 pour pouvoir se faire un 3e mandat. En allongeant d'ailleurs la durée de 4 à 6 ans. De 4 à 6 ans, donc qui lui permet d'aller jusqu'en 2030. Et effectivement, c'était sans surprise, même s'il a fallu quand même qu'il y ait quelques candidats, on va dire, de circonstances pour rendre crédible le scrutin. Le deuxième candidat ayant obtenu 4,5% des voix, et puis les autres des scores dérisoires. Donc, alors c'est un petit peu moins que les 96% des élections précédentes, mais enfin ça reste des scores évidemment pharaoniques. Et ça soulève évidemment les questions en termes de transparence démocratique, mais c'est lié aussi en partie à la situation du pays. Il n'y a pas beaucoup de réactions ce soir depuis la proclamation officielle il y a quelques heures justement de ce point que vous citez, du manque de transparence. Comment l'expliquez-vous ? Oui, c'est parce que la situation régionale est tellement inflammable, est tellement déstabilisée, chaotique avec la guerre à Gaza notamment, et qu'il ne s'agit pas de mettre en difficulté l'ancien et actuel et nouveau président égyptien, compte tenu du fait que l'Égypte est un partenaire incontournable de toute façon pour réguler la crise régionale. On va revenir justement sur la dimension régionale et internationale de cette élection présidentielle et de cet homme, Abdel Fattah al-Sisi. Les deux opposants sérieux dans ce scrutin, l'un a été incarcéré, l'autre attend son procès. Les 3 qui ont concouru, vous l'avez dit, ont fait de faibles scores et ils sont très peu connus au fond des Égyptiens. Alors rappelons quand même qu'il est arrivé au pouvoir en 2014 en renversant par un coup d'État Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, qui avait été élu démocratiquement. Qu'est devenu ce mouvement en Égypte ? Il a fait l'objet d'une répression féroce, mais c'était déjà le cas d'ailleurs sous Moubarak. Simplement, il se trouve que lui avait été nommé chef d'état-major par le président Morsi, et puis que la situation a fait que finalement, il a préempté le pouvoir dans une logique militaire, et effectivement lancé une répression extrêmement forte de la confrérie des frères musulmans. Et des jeunes notamment qui avaient mené la révolution pacifique de 2011. Effectivement, et donc avec la problématique des droits de l'homme évidemment qui surgit en toile de fond, parce qu'il y a eu manifestement beaucoup de victimes et des incarcérations massives. Mais c'est un pays de 105 millions d'habitants. Il faut avoir ça à l'esprit. Le plus peuplé des pays arabes. Le plus peuplé des pays arabes, c'est un pays historiquement très important. Et donc évidemment, sur l'échiquier régional, c'est un pays dont tout le monde tient compte, quelles que soient les réalités de politique intérieure qui peuvent être les siennes. Mais vous dites que la situation des droits humains n'est pas bonne. On pourrait se dire qu'au moins économiquement, ça marche, mais pas du tout. Le pays traverse la pire crise économique de son histoire. Pourquoi ? Alors, elle traverse une crise terrible, effectivement, avec la livre égyptienne qui a été dévaluée de 50%, une inflation à 40%, tout simplement parce qu'il y a la variable démographique qui est importante. Justement, le poids démographique qui joue là-dessus. Les difficultés économiques qui vont d'ailleurs probablement s'accentuer avec la crise actuelle sur la mer Rouge, parce qu'on peut rappeler que le canal de Suez est une source de rentrée financière très importante pour le pays. 8 milliards par an. 8 milliards 6, oui c'est ça, près de 7 milliards par an. Deuxième rentrée après le tourisme. Après le tourisme, et c'est à mettre en perspective avec le poids le service de la dette, 42 milliards. Donc on voit bien que la situation, alors le FMI a donné un nouveau prêt de 3 milliards, mais c'est une goutte d'eau par rapport effectivement aux problèmes qui sont posés. Et en toile de fond, il y a la crainte d'une nouvelle dévaluation évidemment pour la population, parce que ça renchérirait, ça serait encore plus difficile pour la population. Et c'est pour le président Sisi très compliqué, parce qu'il est obligé de négocier avec le FMI justement, qui implique un certain nombre de mesures conservatoires en matière financière. Faut-il parler d'une bombe à retardement ? En clair, une nouvelle révolution est-elle possible en Égypte ?
C'est très difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que la situation est extrêmement verrouillée, justement pour éviter une nouvelle révolution potentielle, tout simplement parce que, mais d'ailleurs qui n'est souhaitée par personne en réalité. On peut considérer que même les États occidentaux ne souhaitent pas que l'Égypte explose, parce que ça constituerait une onde de choc, surtout dans le contexte actuel, qui serait ingérable au niveau international, régional, voire international. Et on va vraiment précisément, promis, mais je vais profiter de vous pour rester un peu sur l'Égypte. Juste, comment, vous avez cité Hosni Moubarak, comment est-ce que vous compareriez, vous, les deux régimes? Structurellement, il n'y a pas fondamentalement de différence. C'est un régime autoritaire qui repose effectivement, qui a la légitimité de l'armée, enfin le soutien de l'armée, puisque le président est issu de l'armée, et qui réprime effectivement les frères musulmans. Il y a une constante de ce point de vue-là. Par-delà les évolutions, les changements de personnes, en réalité, effectivement, il y a une constante. L'Égypte est l'un des rares pays arabes qui a signé un traité de paix avec l'Égypte, sous Anwar el-Sadat, c'est bien cela. Est-ce que sur la scène internationale et du moins régionale, Abdel Fattah al-Sisi a la même stature qu'avait Hosni Moubarak? Le poids de l'Égypte a diminué de manière relative. C'est-à-dire non pas son importance démographique, on le rappelait tout à l'heure, mais son influence, on va dire, politique, géopolitique. Parce que justement, du fait de ses difficultés économiques, il est quand même contraint de prendre en compte les intérêts de ceux qui l'aident financièrement, notamment les pétromonarchies, qui ont pris un rôle, un ascendant considérable justement au niveau régional, au détriment de l'Égypte, qui traditionnellement était un acteur central. Il y a aussi l'émergence sur la scène diplomatique mondiale du Qatar, qui en ce moment est sur le devant de la scène dans les négociations, notamment pour la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens. Est-ce que le Qatar a éclipsé l'Égypte sur l'échiquier politique? Non, il n'a pas éclipsé parce que c'est pas du tout le même acteur géopolitique. Oui, rappelons que l'Égypte est frontalière de la bande de Gaza. Et en plus, effectivement, et frontalière, c'est le poste de Rafah qui est essentiel pour notamment l'acheminement de l'aide humanitaire. Et puis pour la question palestinienne, justement, la question d'éventuels déplacements de population qui pour le président al-Sisi est extrêmement sensible. Une ligne rouge? C'est une ligne rouge. Il n'est pas question pour lui d'ouvrir, d'où effectivement la fermeture du terminal de Rafah, parce qu'il ne veut pas voir arriver plusieurs centaines de milliers de réfugiés de Gaza dans le désert du Sinaï, qui est déjà un trou noir sécuritaire. Il n'en a pas accueilli pour l'instant au compte-gouttes, juste. Oui, pour des raisons vraiment médicales ou d'extrême urgence. Le Qatar, on parlait tiens, les réactions d'ailleurs, il y a quelques minutes, Vladimir Poutine qui juge la réélection d'Abdel Fattah al-Sisi convaincante. Encore une fois, il y a peu de réactions sur la scène internationale. Oui, de la part du président Poutine, c'est pas forcément surprenant, puisque on peut penser que les scores qu'il obtiendra pour sa propre présidentielle seront probablement peu ou prou équivalents. En revanche, effectivement, la prudence au niveau international, j'évoquais tout à l'heure, est sans doute liée effectivement au fait que personne ne souhaite, on va dire, critiquer sur le fond les modalités éventuellement déficientes en termes démocratiques, parce que il ne s'agit pas de mettre le président... Mais en même temps, il a quelle mesure de rétorsion, si je puis dire? En tout cas, les gens ont besoin de l'Égypte, incontestablement. Et on le voit avec la crise à Gaza. L'Égypte est un partenaire stratégique, de toute façon, effectivement, des pays occidentaux. Donc, et c'est un géant démographique et géopolitique régional. Est-il toujours un allié incontournable de l'Occident? Cette fois, si on sort vraiment de ce giron, qui est certes important et névralgique du Proche-Orient, est-ce qu'il reste un allié d'ailleurs financé, aidé par les États-Unis? Oui, il y a l'aide américaine qui est très importante, mais en même temps, on voit qu'il y a des diversifications de relations, notamment avec Moscou. Ces dernières années, en matière d'armement et en matière de relations. On le voit avec tous ces pays, et c'est pas propre à l'Égypte d'ailleurs, c'est propre finalement à un ensemble de pays qui ont décidé de varier leurs relations pour éviter d'être trop dépendants d'un soutien unique et justement on va dire de mutualiser les besoins qui sont les leurs. Comment ce président réélu, aujourd'hui avec ce sort qu'on annonçait, plus de 89%, peut-il rétablir cette fois la situation
dans son pays, vu la situation économique qu'on a évoquée? Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que politiquement, de toute façon, c'est verrouillé. Il y a toujours la hantise, effectivement, de la mouvance des frères. Et il faut rappeler que ça fait partie des réticences aussi pour Gaza, puisque le Hamas est lié, effectivement, est issu de la confrérie égyptienne. Et donc, tout ça se tient. Économiquement, c'est de plus en plus difficile. Il y a la peur d'une explosion sociale. Plus que politique, d'ailleurs. Mais là, pourquoi ça tient? Il y a des ça tient parce que il y a des subventions, oui, évidemment. D'ailleurs, on l'a vu au moment des élections. Pour qu'il y ait un niveau de vote important, il y avait des aides alimentaires qui étaient distribuées, des aides de sucre, des aides diverses, pour justement pousser, voire de l'argent des livres, pour pousser les gens à aller voter et justement donner un crédit à l'élection qui vient de se dérouler. Tout simplement parce qu'effectivement, il y a une difficulté financière. Il faut rappeler que 30% des Égyptiens sont sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Si on doit prendre du recul, on se souvient que vous aviez beaucoup commenté, vous, le début de ce qu'on a appelé les printemps arabes, David Rigoulet-Rose. Avec du recul, comment est-ce que vous qualifieriez ce qui se passe en Égypte? C'est une contre-révolution? C'est une restauration? Oui, un peu des deux, probablement. La contre-révolution, justement, par rapport au printemps arabe, ce qu'on a appelé, entre guillemets, l'hiver islamiste, elle a débuté en Égypte, effectivement. Et d'ailleurs, elle a été financée par les pétromonarchies, puisque pour le renversement du président Morsi, le général Sissi a bénéficié financièrement de l'aide de l'Arabie Saoudite, des Émirats. Il y avait tout de même des aspirations qui n'étaient pas religieuses et islamistes, mais qui étaient de liberté, notamment. Oui, c'est le paradoxe, mais effectivement, il y a eu un télescopage en fait d'attentes non satisfaites et paradoxales, et un besoin aussi probablement de retour à un certain ordre que finalement il a pensé pouvoir incarner. Ouais. Il y a toujours eu cette formule de dire les barbus ou les moustachus. Comment ce peuple égyptien notamment vit-il cela aujourd'hui, le fait de devoir choisir? Je parle en citant les opposants, notamment les militants des droits de l'homme, qui parlent de choisir entre la peste et le choléra. C'est très compliqué parce que de toute façon, il y a le poids de l'armée. Historiquement, en Égypte, il a toujours été déterminant, même s'il n'a pas forcément le même rôle que dans d'autres pays arabes. Mais l'armée est aussi un géant économique. C'est ça aussi. Qui bâtit des ponts, des stades, des routes, qui est dans l'agriculture. Toutes choses égales par ailleurs, on retrouve des choses un peu similaires avec les gardiens de la Révolution en Iran, qui effectivement ont développé, on va dire, une architecture économique. Un État dans l'État. Oui, effectivement, qui a des intérêts à défendre, bien sûr. Est-ce qu'Abdel Fattah al-Sisi joue aussi sur la carte religieuse? Il avait fait une thèse, il me semble, aux États-Unis, qui s'avère très religieuse, qui n'a rien à envier à la doctrine peut-être d'un mouvement comme les Frères musulmans. Il joue sur les deux casquettes aussi, le nationalisme, le côté martial militaire, mais aussi le conservatisme, le traditionnalisme dans la société égyptienne. Effectivement, une culture religieuse traditionnelle, justement. Pas du tout politique. C'est pas du tout politique. Non, c'est précisément pour ça qu'il le réprime. Et par ailleurs, effectivement, une logique martiale pour montrer que il y a un nationalisme égyptien. L'Égypte est un vieux pays. Fier de son histoire à juste titre, et il en joue évidemment, il cultive ça, on le voit avec la nouvelle capitale qui a été développée, même si économiquement c'est très, très compliqué à financer, et si socialement la situation est extrêmement explosive. Peut-il être renversé un jour? C'est peu probable, ou alors ce serait par ses pairs. Mais en l'occurrence... Et ça c'est possible par ses pairs? Tout est possible dans l'absolu, mais en tout cas, il y a une forme de consensus autour de sa personne, incontestablement, parce qu'il arrive à préserver des équilibres qui sont très instables. Donc il pourra se représenter en 2029 ? Qui peut le dire. Et juste aussi une dernière question pour finir, David Rigoulet-Rose, sur l'Égypte aujourd'hui. Comment vous la situez sur le basculement des cartes, par exemple par rapport aux BRICS, par rapport avec l'arrivée de nouveaux entrants? La voie diplomatique égyptienne, est-ce qu'elle pèse toujours autant? On se souvient d'un grand ministre des Affaires étrangères, notamment Amar Moussa, il me semble, qui était au Caire. Elle pèse probablement moins qu'avant, ce que je disais. Il y a une forme de relatif retrait. Qui, pour partie liée à l'étendue des difficultés économiques, mais elle reste quand même une voie importante. Alors il y a eu la tentative de réunion justement dans le cadre du conflit à Gaza, justement pour établir un cessez-le-feu. On l'a vu, ça a été un échec, mais il y a des velléités de montrer que l'Égypte reste un pays incontournable justement pour organiser effectivement des logiques transactionnelles pacificatrices entre guillemets. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose d'être venu sur notre plateau.
plateau et merci à vous pour cet éclairage. Donc après cette réélection d'Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'Égypte.